Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est notre dernier jour et merci vraiment pour tous vos commentaires, même les mails que vous nous envoyez qui sont vraiment très sympas et ça nous fait vraiment beaucoup de bien.
Et ça nous donne de l'énergie pour cette dernière journée, qui est une journée importante, parce que c'est la dernière déjà, et qu'à la fin, on a prévu un final où on parle quand même de rap. Donc c'est pas mal. Alors, dans un premier temps, vous le savez, on a une région par jour. Et on vous l'avait dit, Paris-Île-de-France a 2 jours, puisqu'il y a 2 MBA, il y a l'international et le classique à Paris. Et aujourd'hui, on va donc présenter la deuxième vidéo de la région Île-de-France. Et pour cela, j'ai 2 personnes qui ont participé, mais qui vont nous donner le détail. J'ai Rita. Bonjour Rita. Bonjour Alain. Tu vas bien? Bien et vous? Ouais, très très bien. Et Nicolas, que l'on connaît bien maintenant. Bonjour Alain. Ça va Nicolas? Ça va bien. Ok, super. Alors, Rita, qu'est-ce que tu nous présentes? Alors, Mathilde Freitas et moi-même, on a voulu montrer à travers 2 épisodes que oui, le mythe parisien existe, que la magie existe, mais au-delà de ça, il y a aussi des choses moins agréables auxquelles les Parisiens doivent se confronter tous les jours, comme vous le verrez sur cet épisode. Et la Marketing Week est basée sur le portage, mais aussi la transparence, la sincérité et la réalité. Absolument. Et notre but n'est pas de vendre du rêve en montrant que des clichés, mais de vous emmener avec nous en immersion dans la vie d'une Parisienne. Alors, ça pourrait s'appeler un peu mythe et réalité. Mythe, c'était lundi, Emily in Paris. Exactement. Et aujourd'hui, réalité. Aïe. Ok, on regarde? Allons-y pour la vidéo. Française. Et si tout cela n'était qu'une utopie, et derrière ces beaux paysages, ces délicieuses spécialités, se cachait une vérité tout autre. Paris c'est magique, mais dans nos checks c'est l'horreur. Paris c'est magique, voitural mange la pilote comme Schumacher. Et je marocain, provoque des coups de mémoire. Moi je reviens. Paris c'est magique, mais dans nos checks c'est l'horreur. Paris c'est magique, voitural mange la pilote comme Schumacher. Et je marocain, provoque des coups de mémoire. Moi je reviens faire comme Trevor dans GTA. Paris c'est magique, mais dans nos checks c'est l'horreur. Voitural mange la pilote comme Schumacher. Et je suis marocain, provoque des coups de mémoire. Moi je reviens faire comme Trevor dans GTA. Remonter les litrons, toi tu vaux pas un rond. Le quotidien du refou, les keufs sont chauds et relous. Tu fais des trous dans les comptes, t'es puni. On fait tourner. Finalement, ce qu'il y a à retenir, ne serait-ce pas la diversité qui entoure la ville? Ouch! On répondra à cette question une prochaine fois. Rappelez-vous notre premier elle épisode. est dure la réalité parfois, non? Alors, raconte-nous un peu l'histoire de la vidéo. Alors, on a voulu vraiment montrer que faut pas croire tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et qu'il y a beaucoup de clichés, mais qu'on aime quand même notre ville et que Paris c'est beau, Paris c'est magique. C'est ça. Donc, vie parfois un peu brutale, on va le dire, notamment le petit coup d'épaule à la fin. Ok, dans une ville magnifique. Hein, on va le dire comme ça. Qu'est-ce que tu en penses, Nicolas? Moi j'aime beaucoup cette vidéo, ça montre vraiment le quotidien, plus du coup que la première, et ça vient, c'est pour ça qu'elles se suivent ces 2 vidéos, et le quotidien qu'on peut rencontrer à Paris, les gens qui se bousculent, les mondes dans le métro, voilà. Ça ressemble un peu plus à nos vies réelles. C'est la réalité. C'est bien en fait que vous ayez fait ça, parce qu'en plus, je crois que Emily in Paris c'était poussé volontairement, hein, oui. Poussé genre au cliché. Dans l'extrême. Donc voilà. Et donc là, on est dans la réalité. On a voulu redescendre sur terre un peu et remontrer. Voilà. En tout cas, vous l'avez fait de manière pas trop négative, et c'est bien parce qu'on voit aussi la ville, je veux dire, sur les quais de Seine, etc. Ça reste les quais de Seine, quoi. Hein? C'est ce qui rend aussi beau Paris aussi. Ouais, c'est ça. Ça. Bon, en tout cas, merci pour votre professionnalisme. Je voudrais en profiter pour remercier tous ceux qui ont fait les vidéos, toutes celles qu'on a vues depuis lundi, parce que c'est hyper pro. On vous a demandé de travailler comme des pros. Vous avez écrit des scripts, et ça, c'est déjà important. Je sais que vous les avez faites avec beaucoup de professionnalisme, et ça se voit. Et voilà, vous montez le niveau des vidéos que l'on peut voir parfois dans des présentations rapides. Et voilà, c'est niveau CMS. Un grand merci. Merci. Et on se revoit dans la journée, je suis sûr. Carrément. Merci, à bientôt. Jingle.
Alors voilà, hier, nous avons parlé, notamment hier après-midi, de vous. Vous avez peut-être déjà modifié votre identité numérique après le passage de Baptiste. Et puis, vous avez été confronté à une vraie DRH, j'allais dire. Une DRH qui, je l'espère, vous a donné des éléments d'information super utiles pour vous. Retenez-les bien, re-regardez éventuellement la vidéo, parce que là, on était au cœur de ce qui se passe vraiment, et ça va vous aider pour les recrutements en stage, mais également, et peut-être encore plus important que le stage, votre premier job. Et aujourd'hui, nous avons une journée qui est plus kaléidoscope. Elle est variée, et on va commencer par les jeux vidéo. Et pour cela, on a une personne qui sait de quoi il parle, si je puis le dire comme ça. Il s'appelle Richard Brunois. Bonjour Richard. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien. Voilà. Richard travaille chez Sony Interactive Entertainment. Et Richard sait tout sur les jeux vidéo et les PlayStation. Et je vais lui laisser la parole. Alors pas simplement tout. sur les Pas jeux que vidéo, sur ça. sur les jeux vidéo et les PlayStation. Je suis surtout un acteur de cette industrie qui l'a vu, je ne veux pas dire naître, mais plus ou moins, puisque je suis arrivé dans les jeux vidéo en 93. Donc quelques années, 2 ans avant la sortie de la première PlayStation. Donc à l'époque existait uniquement Sega et Nintendo, qui étaient les 2 acteurs majeurs du marché, qui se partageaient le marché sur un marché qui était plutôt destiné aux enfants. Et puis la PlayStation est arrivée en bousculant un peu les habitudes de cette industrie. C'était une révolution en fait. C'était une révolution, surtout d'un point de vue marketing, puisque Sega et Nintendo, qui s'adressaient véritablement aux enfants, aux adolescents, vous vous souvenez tous peut-être de Sega c'est plus fort que toi, qui était la tagline de Sega à cette époque-là. Et PlayStation a dit non, nous on ne veut plus s'adresser aux enfants, on va s'adresser aux adultes. Et donc le claim de la tagline de PlayStation à cette époque-là, c'était surtout ne l'achetez pas, surtout n'achetez pas la PlayStation, c'est très dangereux. Donc évidemment, quand on dit ça, en général, les gens se précipitent. Ça fonctionne. Voilà, hein. donc ça fonctionne. Il y avait déjà une belle aura par le Japon, puisqu'elle était sortie d'abord au Japon. Maintenant, c'est vrai qu'on a l'habitude des sorties internationales, que ce soit pour le jeu vidéo, la musique ou le cinéma. À l'époque, il y avait toujours un décalage, que ce soit pour les films, la musique et le jeu vidéo n'y faisait pas exception, avec des sorties japonaises d'abord. Donc mais la c'était PlayStation mythique était le Japon sortie à l'époque. Voilà, le Japon avait cette aura, Ouais. mythique qui s'est un petit peu transformée aujourd'hui, puisque les studios aujourd'hui sont quand même principalement en Occident, même s'il en reste évidemment beaucoup et de prestigieux encore au Japon. Ouais. Mais c'est vrai que maintenant, ça s'est énormément diversifié par le monde. Ouais. Tout à fait. Donc ça, c'était le début. Et puis ça, après... c'était le début, voilà. Et puis après, moi, j'ai lancé toutes les PlayStation, donc 1, 2, 3, 4, 5. Alors, quand on dit « j'ai lancé les PlayStation », ça veut dire quoi ? Parce que c'est énorme comme phrase. C'est vrai, ça peut paraître très prétentieux d'ailleurs. En même temps, je le disais, je me suis dit, je ne dois pas dire ça en fait. On est plutôt admiratif que... Non, j'étais présent en tout cas à chaque fois pour les lancements de ces consoles-là en France, bien évidemment. Et à chaque fois, c'est une émotion assez impactante pour nous qui travaillons, mais aussi pour l'industrie, et évidemment et surtout pour les joueurs, puisque une console de jeu, c'est tous les 7 ans environ. Entre 2 consoles de jeu, il se passe 7 ans. C'est pas comme les téléphones où c'est tous les 6 mois, Bien sûr. les ordinateurs, etc. Donc les consoles de jeu, c'est vraiment un événement à chaque fois et à part entière qui va déterminer puisque c'est tous les 7 ans, mais la durée de vie d'une console, c'est un peu plus, c'est une dizaine, voire une douzaine d'années. D'accord. Donc évidemment, c'est impactant et on sait très bien, un peu comme dans le cinéma par exemple, que les 3 premiers mois de vie d'une console vont déterminer quasiment toute sa vie. D'accord. Si on rate le lancement, on sait on va ramer pendant 7 ans. C'est mort. C'est 7 ans de malheur après derrière. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas le rater, ce lancement, pendant ces 3 premiers mois en particulier, qui commencent avant d'ailleurs, j'imagine, avant le lancement? Oui, bien sûr. Oui, la préparation se fait bien en amont, bien sûr. On est, de ce point de vue-là, le marketing du jeu vidéo est assez similaire à celui du cinéma. Oui. En fait, tout se fait un peu en amont, et puis le jour de la sortie, les produits vivent leur vie, comme les films. Là, nous, de notre côté, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir le lancement d'une console ? Il y a une chose principale à faire, 2, on va dire. La première, c'est d'écouter les joueurs. D'accord. C'est la première. Et si on n'écoute pas les joueurs, on est à peu près sûr de se planter. Donc il faut vraiment les écouter. Les joueurs pour le marketing, pour le message, pour la technologie, pour le marketing. Au niveau de la conception, bien sûr. Pour tout. Je dirais pour tout dans l'ensemble.
comme on disait, 7 ans, c'est long. Ouais. Au bout de 7 ans, les joueurs ont des envies, ont des rêves. Parfois, il faut les devancer, ces rêves. C'est ça. Et il est important de les écouter. Et la deuxième chose, c'est d'arriver avec les jeux. Puisqu'une console, ça ne fonctionne pas sans jeu. C'est comme si vous aviez une platine disque sans les disques. Ouais. Donc évidemment, c'est les jeux. Donc il faut évidemment... téléphone sans appli aussi. Téléphone sans appli, voilà, c'est peut-être plus récent. C'est peut-être plus actuel. Donc ça, c'est vraiment important. C'est les deux choses, on va dire... qui sont disqualifiantes si jamais on n'a pas ces deux éléments-là. Mais ça ne suffit pas. Non, bien sûr, après, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, c'est vrai que le prix d'entrée sur ce marché est quand même extrêmement lourd, puisque au-delà de la technologie, ce sont les jeux. Derrière, la technologie est faite, développée une bonne fois pour toutes, même si elle va légèrement évoluer au cours de la vie d'une console par les mises à jour. Derrière, ce sont les jeux qui vont faire aujourd'hui le succès ou non d'une console. Et... en 95, les jeux coûtaient à peu près 150 000 €. Je ne vais pas le dire en francs, parce que c'était quand même des francs à l'époque, mais c'était environ d'aujourd'hui 150 000 €. Traduit. Aujourd'hui, un jeu, un AAA, ce qu'on appelle les AAA, les gros blockbusters, aujourd'hui, il n'y a rien à moins de 50 millions d'euros. D'accord. Donc on voit que l'évolution en une vingtaine d'années, 25 ans aujourd'hui, a énormément évolué. Et pour autant, le prix des jeux n'a pas changé. Voilà. Et donc on voit que le ROI va devenir crucial. Alors le ROI va devenir crucial. Pourquoi aussi le prix des jeux n'a pas changé? Pourquoi c'est aussi crucial? C'est que finalement, aujourd'hui, le nombre de joueurs par rapport à il y a 25 ans, si on se réfère à cette période-là, qui était un peu les débuts du jeu vidéo, il a été multiplié par 10. D'accord, ok. Il y a 10 fois plus de joueurs qu'avant. D'accord, et donc ça permet de maintenir le prix. C'est ça. Ok, alors, quand on est consommateur... On va prendre la prochaine PlayStation, on n'en parle pas beaucoup, je crois. Mais PS5 Ah si, on peut en parler. On peut en parler. Oui, bien sûr. Ok, quand on est consommateur, on va dire sans connaître le marketing, on a l'impression que les jeux sont faits avant la sortie. Ah bah bien sûr, les jeux sont faits avant la sortie. Et pourtant, vous avez dit, c'est les 3 premiers mois qui vont compter. Vous voulez dire de la marketing, console. Je parle, pour le lancement, pour la réussite. Ah bah, je dirais aujourd'hui, la réussite des consoles de nouvelle génération, de la PS5 et ses concurrents, aujourd'hui sont des réussites, quoi qu'il arrive, puisque de toute façon, tout est vendu. C'est ça. Tout est vendu, tout est commercialisé. Alors, vous voulez dire, on ne peut pas trop en parler parce qu'il y a une pénurie, et on le sait, et tout le monde le sait aujourd'hui, mais qui n'affecte pas simplement les consoles, qui affecte l'industrie automobile, qui affecte l'informatique, qui affecte beaucoup d'industries à part. Mais aujourd'hui, ces nouvelles générations sont un énorme succès, puisque on estime en tout cas qu'on pourrait en vendre beaucoup, beaucoup plus que la précédente génération. Donc le nombre de joueurs dont je parlais qui avait décuplé depuis 25 ans, il s'accroît encore aujourd'hui. Alors, ça vient d'où ? Je crois qu'aujourd'hui, on est petit à petit dans des générations qui sont joueuses pour toutes les générations. Alors, d'une part, il y avait les gens qui avaient 15 ans ou 18 ans en 95, qui ont 25 ans de plus aujourd'hui et qui ne se sont pas arrêtés de jouer. Ils ont découvert la PlayStation et ses concurrentes à l'époque et ne se sont pas arrêtés de jouer aujourd'hui. Même s'il peut y avoir des petites périodes parce qu'on se marie, parce qu'on fait des enfants, parce que voilà. Mais on se remet à jouer avec ou sans les enfants d'ailleurs. Mais aujourd'hui, le jeu vidéo, la pratique du jeu, en tout cas, n'est plus confidentielle ou n'est plus honteuse, entre guillemets, comme elle avait pu l'être, comme elle pouvait l'être dans les années 90 ou début 2000, qui étaient un peu les prémices aujourd'hui. Donc, à part les vrais joueurs qui revendiquaient leur passion, ils n'hésitaient pas à parler de Mario ou Sonic, etc., qui t'a passé un peu pour un enfant attardé. Là, aujourd'hui, voilà, on parle de Uncharted. Le film du jeu sort le mois prochain. Donc on voit qu'il y a une interaction aujourd'hui entre les médias qui font que c'est un phénomène de société que personne n'ignore et tout le monde joue. Candy Crush, tout le monde a joué une fois dans sa vie à Candy Crush, qu'on ait 10 ans ou qu'on en ait 70. Et on peut voir des parents et des enfants qui jouent ensemble, ça aussi c'est nouveau. Oui, bien sûr. Ouais. Oui. Alors aujourd'hui, c'est vrai que le jeu en ligne est la pratique la plus courante à l'heure actuelle. Donc quand on imagine, en tout cas les vieux détracteurs du jeu vidéo imaginent l'enfant tout seul dans sa chambre, ça n'existe plus. C'est terminé, c'est un vieux cliché, au même titre que l'épilepsie, c'est des vieux clichés aujourd'hui qui disparaissent petit à petit, en tout cas à mesure que les détracteurs partent à la retraite. Mais voilà, aujourd'hui, c'est au contraire, c'est un vecteur
ascenseur social. On l'a vu pendant le confinement d'ailleurs. Pendant le confinement, évidemment, le jeu vidéo a été encore plus pratiqué que d'habitude, au même titre que Netflix, que Netflix ou que se faire livrer par Amazon. Donc le jeu vidéo a été aussi très utilisé, beaucoup plus qu'avant, parce qu'il permettait non seulement une pratique et un divertissement facile à la maison, mais aussi une relation sociale avec ses pairs. Ça nous va bien parce que notre thème c'est le partage, donc c'est ce dont tu es en train de parler. Alors, si on parle du produit, puisque tu parles évolution, si on parle du produit, quelles ont été comment est-ce que je pourrais dire, les bases de l'évolution du produit? Alors, dans le jeu vidéo, il y a une donnée qui est, on va dire, le fil rouge depuis toujours, qui est la course après le réalisme. D'accord. Donc, il faut absolument, quand on regarde un jeu vidéo il y a 25 ans, voire même il y a 30 ans, et un jeu vidéo aujourd'hui, on voit que le réalisme aujourd'hui des images n'a absolument plus rien à voir. On est quasiment photoréaliste aujourd'hui, voire même plus que photoréaliste parfois, quand on voit des jeux de voiture qui sont absolument incroyables de réalisme, ou les derniers jeux d'aventure, c'est absolument bluffant. Donc ça, c'est la première donnée. Et puis, c'est le partage sur les réseaux sociaux. Ça, c'était quelque chose qui n'existait pas, qui a commencé, en fait, qui a été de manière assez visionnaire implémenté dans les machines et dans les consoles à partir de la fin des années 2010, donc dans les PS3 et ses concurrentes, et qui continue aujourd'hui. Aujourd'hui, on pratique le jeu vidéo seul ou en ligne beaucoup bien évidemment, et on partage son expérience sur les réseaux. Donc sur les réseaux, Facebook, Twitter, YouTube, Twitch, bien sûr. D'accord. Mais alors aujourd'hui, avec cette évolution, donc l'évolution sur le long terme, comment est-ce que, par exemple, Sony se bat contre ses concurrents? Parce que peut-être de loin, on pourrait se dire, ok, il y a des PlayStation qui sont dans cette évolution que tu viens de décrire. Quels sont les gros critères aujourd'hui pour faire la différence? Il y en a un seul. Ouais. Ce sont les jeux. D'accord. C'est la seule et unique différence, puisque aujourd'hui les jeux, pour la plupart d'entre eux, sont multiplateformes, donc sortent sur l'ensemble des consoles. Ouais. Et puis ensuite, chacun a ses propres studios. On a les nôtres, nos concurrents ont les leurs, et fabriquent leurs propres jeux. Je parlais d'Uncharted tout à l'heure, le film sort le mois prochain, c'est une création, il y a eu 4 épisodes principaux, en tout cas sur les consoles de salon, qui sont sortis en exclusivité sur les PlayStation, depuis la PS3. Donc c'est un peu comme Netflix qui distribue encore d'ailleurs tout le monde, mais qui en plus a ses propres productions. Absolument. Pour se différencier de Disney, de Amazon, etc. Absolument. Et donc, et alors quels sont les jeux? Aujourd'hui, on travaille sur quoi? Quels sont les jeux qui fonctionnent? Il n'y a pas un genre dominant véritablement, à part le jeu de foot que FIFA, tout le monde connaît. Tout le monde connaît FIFA ou Call of Duty, qui sont les 2 grandes licences qui sortent chaque année à peu près à la même période, fin septembre pour l'un, début novembre pour l'autre, et qui se vendent par millions dans le monde chaque année. Après, il n'y a pas un genre, si ceux-là sont rassembleurs, puisqu'évidemment ils se vendent par millions. Après, je dirais que il n'y a pas un genre en particulier. C'est vrai que les genres de jeux d'aventure solo, donc qui racontent une histoire, est un genre apprécié, mais derrière tous les FPS qu'on peut appeler, donc qui sont les first player shooter, donc qui sont des jeux de guerre, sont très appréciés. Les simulations sportives le sont aussi. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a pas un genre, c'est comme au cinéma, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Voilà. Et tant mieux. Bien malin et celui qui pourrait dire, tiens, ça va être un gros hit, on ne le sait pas. Ouais. Pardon. Et en plus, vous êtes quand même maintenant sur un marché segmenté, c'est-à-dire qu'il y a celui qui aime l'aventure, celui qui aime le sport, et comme le cinéma, comme tu le dis. Voilà, tout le monde aujourd'hui. C'est vrai que parfois on entend encore un peu des gens qui disent non, moi les jeux vidéo c'est pas pour moi. Et j'aime bien avoir cette phrase-là en face de moi, parce que je dis, mais est-ce que tu dis la même chose du cinéma? Est-ce que tu dis le cinéma? Non, c'est pas pour moi. Ça n'existe pas, les gens qui n'aiment pas le cinéma. Ou les séries, non, c'est pas pour moi. Il y en a un petit peu, c'est vrai, il peut y en avoir. Mais les jeux vidéo, les gens se disent, probablement à raison, mais aussi à tort, de dire non, c'est pas pour moi, parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas la dextérité par rapport à la manette, etc. Donc cette barrière de la manette, souvent, peut faire un petit peu peur. Mais en réalité, aujourd'hui, il y a vraiment toutes les typologies de jeux, avec des jeux qui demandent des compétences
incroyables, comme c'est le cas de FIFA. Si on veut être très bon à FIFA, il faut être très bon sur la manette. Et puis des jeux qui demandent simplement de visualiser un peu comme le vieux Simon il y a 30 ans, quelques touches comme ça, et on peut s'amuser énormément et vivre une vraie aventure, une vraie histoire, une vraie expérience, seul ou à plusieurs. Il y a un potentiel en marketing sur certains segments, là, c'est de leur dire, écoutez, c'est tellement simple, c'est presque intuitif, quoi. En fait, souvent, ce qui se passe, c'est que ce sont les jeux sur téléphone qui font ce travail-là. Ah ouais. Les jeux sur téléphone sont relativement simples en général, puisqu'il n'y a pas de touche, donc c'est uniquement en touchant l'écran la plupart du temps. Et donc, du coup, les gens découvrent la pratique du jeu vidéo sur téléphone, et puis après se disent finalement c'est pas mal, et donc vont aller petit à petit un petit peu plus loin en s'achetant une console de salon par exemple. Alors super intéressant, on va où? Parce que toi tu connais un peu l'avenir, j'imagine. On va vers quoi? Qu'est-ce qui va changer demain dans les jeux au sens large? Alors dans les jeux, on va aller, comme je disais tout à l'heure, vers toujours un petit peu plus de réalisme encore. L'idée c'est d'aller encore plus loin que les Pixar. Aujourd'hui on en est quasiment à jouer avec les films d'animation Pixar que tout le monde connaît à l'heure actuelle. Aujourd'hui, la qualité des graphismes s'en approche. Donc on ne peut pas aller beaucoup plus loin quand même. On peut améliorer, mais... Je pense qu'on peut aller encore plus loin. On peut aller encore un petit peu plus loin, puisque de toute façon, les PC sortent tous les 6 mois avec des cartes graphiques toujours un petit peu plus importantes, beaucoup plus puissantes. Donc on va pouvoir encore aller un petit peu plus loin dans le réalisme, même si ça sera de plus en plus fin. Bien sûr. Et puis là aujourd'hui, c'est surtout l'usage du jeu vidéo qui est en train d'énormément de changer. D'accord. Puisque si il y a quelques années en arrière, on n'avait pas d'autre choix que d'aller dans un magasin pour acheter des jeux vidéo. Aujourd'hui, il y a, je ne veux pas dire des dizaines, mais en tout cas au moins une bonne dizaine, voire une bonne douzaine de canaux différents qui permettent la pratique du jeu vidéo. Alors que ce soit en streaming, donc c'est-à-dire on n'achète plus, on joue en streaming directement sur la télé, et parfois même en s'affranchissant de la console. C'est Google qui a lancé Stadia il y a quelques temps. Sur PlayStation, il y a un service qui s'appelle le PlayStation Now, qui fait exactement la même chose aussi, qui a un peu plus de 800 jeux aujourd'hui en catalogue, et qui permet aussi de jouer en streaming. Donc là, sans s'affranchir de la console, mais en tout cas de jouer en streaming. Donc on peut jouer de cette manière-là. On peut télécharger les jeux et non plus aller les acheter dans les magasins. On peut acheter les jeux en direct. On a sorti un service au mois de décembre qui existait déjà aux États-Unis depuis 2 ans, qui s'appelle PlayStation Direct, donc qui est la boutique en ligne où on peut acheter aussi bien des consoles que des jeux que des services. Donc aujourd'hui, la pratique du jeu vidéo, on peut plus dire non, c'est trop compliqué pour jouer. Non, aujourd'hui tous les accès possibles. Donc tous les je pense que c'est l'usage aujourd'hui qui est en train de se démocratiser véritablement. On voit qu'il y a des services chez Xbox qui font écho au Netflix du jeu vidéo. Donc vraiment, à l'heure actuelle, c'est vraiment cet usage-là, au-delà de la technologie ou des contenus en eux-mêmes. D'accord. On a parlé il y a quelques jours du métavers, qui est quand même, moi je trouve, un univers qui est très inspiré des jeux. Et on en parlait justement en se disant que d'accord, c'est peut-être pas un métavers complet les jeux, mais c'est déjà un début quand même. Est-ce qu'on peut penser que le métavers va bouleverser l'industrie des jeux ? Encore une fois, ça n'est que mon avis. Oui, au contraire. Ça n'est que c'est ce qui nous intéresse. Et je ne suis vraiment pas du tout là en tant que porte-parole de Sony. Ce n'est pas la vision de Sony. Oui. Bien sûr. On est d'accord. Non, je pense que le métavers va être une manière supplémentaire de jouer, ou en tout cas de se créer une expérience vidéoludique possible, comme il y en a aujourd'hui, comme la réalité virtuelle propose à l'heure actuelle. On m'a posé cette question-là il y a 5 ans en arrière, quand on a sorti nos premiers casques de réalité virtuelle, le PlayStation VR. Est-ce que c'est ça l'avenir du jeu vidéo ? Non, c'est pas ça l'avenir du jeu vidéo. C'est une nouvelle pratique du jeu vidéo. Et le métaverse, je me souviens, pour avoir été là à ce moment-là, en 2000, on avait créé ce qu'on appelait le PlayStation Home. PlayStation Home, c'était exactement un métaverse
dans l'environnement PlayStation, où on avait son avatar, où on pouvait aller au concert, on rentrait évidemment dans un univers qui était une Second Life, et je ne sais pas si vous vous souvenez de Second Life, qui était l'ancêtre aussi du métavers. Mais 2000, c'était assez précurseur quand même. Absolument, c'est pour ça que ça n'a pas marché. Ah, trop tôt. Trop tôt, exactement. Voilà un bon exemple. Le tout n'est pas de sortir des produits innovants, il faut les sortir au bon moment. Absolument. Et ça, c'est une donnée absolument fondamentale. Absolument. C'est notre métier, on connaît, mais on a un très bel exemple. Alors, on va parler marketing un petit peu. Le jeu est un espace extraordinaire pour le marketing. Mm-hmm. Comment est-ce que le marketing est entré dans le jeu? Où est-ce qu'il en est? Où est-ce qu'il va? Alors, qu'est-ce Quand que je vous dis voulez dire marketing, c'est le côté présence des marques. Ah, le placement de produits. Le placement de produits, okay. etc. Alors, évidemment, le jeu vidéo aujourd'hui, de par le réalisme qu'il propose à l'heure actuelle, évidemment, s'inspire de ce qui se fait dans le cinéma pour proposer un certain nombre de choses. Alors, il y a deux moyens de visualiser en fait ce placement de produit, de deux choses l'une, soit on rend aussi un jeu vidéo le plus réaliste possible à travers les marques qui le composent, et là, vous allez vite comprendre, quand on prend un circuit automobile, s'il n'y a pas de marque autour du circuit, ça n'est pas un circuit. Donc si on veut rendre le circuit réaliste, que ce soit un circuit de F1, un circuit des 24 heures du Mans, ou le circuit de Daytona aux États-Unis, il faut absolument avoir ces partenariats-là avec ces marques pour rendre la chose réaliste. C'est la même chose sur quasiment toutes les simulations sportives, que ce soit FIFA, que ce soit NBA 2K pour les jeux de basket, ou pour les jeux de course automobile. Donc là, la marque rentre, mais de manière extrêmement légitime aujourd'hui dans un jeu. Mais pardon de vous interrompre, à la limite, vous avez le pouvoir dans la négociation, qui a le pouvoir, parce que vous ne pouvez pas le faire sans eux. Et eux peuvent dire, bon écoute, ça m'intéresse pas trop ton truc, comment ça se passe? Non, le pouvoir est dans les deux camps. Ouais, c'est ça, c'est l'impression que ça donne. Le pouvoir est dans les deux camps parce que si vous prenez par exemple les 24 heures du Mans, le circuit des 24 heures du Mans, qui est un circuit un peu à part, et nous, ils vous disent, si vous n'intégrez pas les marques, je ne vous donne pas les droits du circuit. Logique. Donc ça marche vraiment dans les deux sens. Évidemment, eux, ça va les intéresser de pouvoir adresser le circuit des 24 heures du Mans et de pouvoir le proposer à des millions de joueurs aujourd'hui, mais à la condition évidemment de respecter les partenariats qu'ils ont avec les marques. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, je vous ai interrompu, allez-y. Et ensuite, il y a les placements de produits. Alors, dans les jeux d'aventure, par exemple. Oui. Il y en a un qui sort aujourd'hui même, d'ailleurs, qui s'appelle... Alors, c'est un remaster. Donc, un remaster, c'est une refonte d'un jeu qui était sorti sur PS4 et qui arrive aujourd'hui sur PS5, qui s'appelle Uncharted 4, qui sort aujourd'hui sur PS5. J'ai celui-ci tout de suite en tête parce qu'à un moment donné... et ben justement, dans ce jeu, il y a un téléphone. D'accord. Et ce téléphone, c'est un téléphone Sony. Et on le voit très bien, il y a un gros plan sur le téléphone Sony Xperia, qui est la marque des téléphones Sony. Donc ça arrive au même titre que dans les films. Si vous regardez, alors pas le dernier James Bond, mais tous les précédents, vous aviez énormément de placements de produits Sony, donc les Vaio, les Xperia, les télé Sony, etc. Il y en avait beaucoup. Ça, c'est une pratique aujourd'hui, mais qu'il faut faire avec parcimonie, qu'il faut avoir avec parcimonie. Donc ça, c'est les studios qui vont gérer ça de manière intelligente et astucieuse, de manière à ce que ça soit évidemment pas trop intrusif, que ça serve l'histoire. Les placements de produits, de toute façon, n'ont qu'un intérêt, c'est servir l'histoire. Ouais, on fait beaucoup de placements de produits, nous, Sony PlayStation, dans les films et séries télé. Séries, web-séries, films, cinéma, bien sûr on en fait beaucoup. Je pense qu'en France on est les seuls véritablement à le faire dans cette industrie. Pour ça maintenant les réalisateurs font appel quasiment exclusivement à nous pour servir une histoire, parce qu'il y a deux enfants dans un salon qui sont en train de jouer, parce que c'est la complicité entre un père et un fils, parce que c'est le casque de réalité virtuelle aujourd'hui qui offre une expérience complètement déconnectée des autres. Enfin, à chaque fois, il y a un propos, en tout cas, qui est illustré. Si le propos n'est pas illustré, par contre, c'est une grosse erreur. Ouais. Est-ce qu'on peut aller plus loin encore et imaginer que Total, Michelin décident d'avoir un jeu à leur nom, donc ils sont le financier total, c'est-à-dire sponsor, tout ce que l'on veut, producteur. Est-ce que ça c'est quelque chose qui est possible à l'avenir? C'est arrivé, ça arrive de temps en temps.
C'est pas forcément facile à faire. Alors pour des jeux de course automobile, par exemple, ça peut être jouable, mais la marque va se greffer à quelque chose d'existant. Une marque qui de but en blanc demain, Red Bull, veut avoir son jeu d'aventure, de sport extrême, par exemple. C'est possible. Par contre, il va falloir être patient. Parce que ça prend 4 ans à faire un jeu. Oui, d'accord, mais ça Mais c'est possible. C'est possible. C'est-à-dire qu'ils mettent 4 ans, ils ont un jeu super qui est distribué par tout le monde. Oui, c'est ça. Et auquel cas, quelle pub ? Ah ben c'est indéniablement. Quelle pub ? Indéniablement. Après, c'est vrai que je crois qu'on n'en est pas encore rendu là pour l'instant. Mais ça peut arriver, vous pensez ? Mais ça peut arriver. C'est déjà arrivé, comme je vous le disais, surtout sur l'automobile. Ouais. On avait lancé il y a quelques années, dans les années 90, un jeu qui s'appelait Porsche Challenge. Et qui était un jeu à la gloire de Porsche Boxster, donc puisque Porsche, la marque Porsche, sortait son premier Boxster à l'époque, donc cette Porsche premier prix, on va dire, et donc du coup avait plus ou moins commandité un jeu pour montrer aux plus jeunes que Porsche aussi pouvait se servir à se démocratiser. Donc ça existe déjà, c'est pas une pratique encore courante, mais en tout cas c'est une pratique qui va se développer petit à petit. Il y en aura. Après, c'est toujours pareil, il faut que ça serve un propos. Ça ne peut pas être un jeu uniquement à la gloire d'une marque. Mais typiquement, l'exemple dont je parlais, avec un jeu sur les sports extrêmes, par exemple, qui serait sponsorisé par Red Bull, ça pourrait avoir un sens. C'est ça, sponsorisé, mais moi je pensais même qu'il porte le nom, quoi. Oui, mais ça peut être après, le Red Bull Challenge, etc. Dedans, quoi. Oui, bien sûr. C'est quelque chose qui est envisageable. Quelque chose qui prend du temps, qui coûte cher. Oui, bien sûr. Comme je disais, un blockbuster aujourd'hui, c'est 50 millions d'euros minimum. Donc voilà, c'est un investissement marketing non négligeable. On ne peut pas se planter, mais 50 millions pour Red Bull, c'est pas non plus... Ils sont en Formule 1, je veux dire. Oui, c'est vrai. Ils connaissent les gros investissements risqués. C'est vrai. Parfait. Autre chose à nous dire sur l'évolution donc de ce magnifique secteur, parce qu'on l'aime beaucoup. Qu'est-ce que je pourrais vous donner encore comme information ? Évidemment, les technologies avancent. Les technologies avancent. Sony a annoncé il y a un mois maintenant, enfin un peu moins, 3 semaines, une nouvelle génération de VR, de réalité virtuelle. Donc évidemment toujours plus réaliste. Toujours un petit peu plus réaliste, toujours un petit peu plus sensitive. Par exemple, le headset, le casque va intégrer des vibrations, un retour haptique, donc des vibrations, donc donner une nouvelle expérience. L'idée aujourd'hui, c'est de toute façon, alors, il y a plein d'expériences qui sont en cours. Et alors pour ce qui nous concerne, je les connais pas, je suis pas au département recherche et développement de chez nous, mais on voit régulièrement dans les médias, dans la presse, des choses autour des gants, autour de la sensitivité. On se souvient tous de Matrix au début qui faisait bouger les images, et aujourd'hui on sait le faire. Aujourd'hui c'est des choses comme ça à travers la réalité virtuelle. Donc on va forcément aller un petit peu plus loin dans la sensation, dans le réalisme, au point d'être totalement immergé. L'immersion aujourd'hui, c'est la clé donc ça passe par le réalisme du graphisme, mais ça passe non plus seulement par ça, parce que maintenant la marge commence à s'amenuiser petit à petit. Donc c'est par les sensations qu'on va ressentir. C'est ça. Et donc c'est ce qu'on appelle l'expérience utilisateur. C'est l'expérience utilisateur et c'est l'immersion. L'immersion, c'est la clé aujourd'hui du succès. C'est comment on est encore plus immergé dans le désert, comment on est encore plus immergé dans une difficulté, comment on est encore plus immergé dans une maison hantée, au point de croire véritablement qu'on y est. Oui, c'est ça. Donc ça contribue au réalisme dont vous parliez. C'est ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Le son, très important aussi. Le son, très important aujourd'hui. Les technologies avancent de plus en plus de manière à avoir un son qu'on appelle spatialisé, qui fait que on est même au-delà de la réalité, puisqu'on entend des choses quasiment que dans la réalité on n'entend pas toujours. Donc les développeurs vont mettre l'accent sur parfois certains sons qui vont être dans un espace et qui vont participer justement à l'immersion. C'est ça. C'est marrant parce que au niveau du son, on travaille pas mal sur le marketing sensoriel. Et les ingénieurs qui travaillent sur le bruit d'une porte de voiture qui se ferme pour lui donner un statut plus cossu, par exemple, on est dans cette démarche-là où le son va devenir essentiel pour nous décrire une réalité. Bien sûr. Donc, est-ce que, en termes de technologie, parce qu'on l'a dit d'ailleurs plusieurs fois cette semaine, en termes de technologie, en réalité virtuelle, c'est un peu lourd encore le matos. Est-ce que on va vers une miniaturisation ?
Alors, sans être dans le secret des dieux, j'imagine que oui, tout se miniaturise, tout se démocratise. Ouais. Après, la difficulté qu'on peut rencontrer, sans être un technicien, c'est les protocoles de transfert de données. Oui. Dans le jeu vidéo, contrairement à la musique ou contrairement au cinéma, par exemple, quand vous regardez Netflix, il y a un flux qui part de chez Netflix sur votre télé. C'est tout. Dans le jeu vidéo, c'est un petit peu différent, puisque vous avez un flux qui arrive sur votre télé, mais l'action que vous avez à avoir sur la manette, il part dans l'autre sens. Oui, tout à fait. Et donc, dans la réalité virtuelle, c'est pareil, c'est la même chose. Ça va aller dans les deux sens. Ouais. Et donc, du coup, ces protocoles de données demandent des ressources extrêmement lourdes aujourd'hui. Donc, pour simplement visionner, par exemple, quelque chose, un casque virtuel sans fil, c'est simple. Après, pour des choses beaucoup plus complexes, avec de l'interaction, avec un calcul de données aujourd'hui très important, les protocoles de données aériens, on va dire, par onde ou par Wi-Fi, etc., ne sont pas encore assez puissants. D'accord. Ok, donc il y a encore un petit peu de boulot en technologie. Il y a encore de la marge. Parfait. Une conclusion sur tout ce qu'on vient de dire ? Que les gens qui ont envie de rejoindre le monde merveilleux des jeux vidéo sont les bienvenus, parce que c'est une industrie en pleine croissance. Aujourd'hui, c'est 5 milliards d'euros en France, 200 milliards dans le monde aujourd'hui. C'est globalement à peu près 5 fois le budget, le monde du cinéma ou de la musique. Ouais. Donc c'est évidemment une énorme industrie à l'heure actuelle. En France, c'est 25 000 emplois directs ou indirects. Donc voilà, il y a des... Vous recrutez chez Sony ? Alors on ne recrute pas chez Sony, mais je pense dans les studios, par exemple, les gens qui Dans les studios, il y a beaucoup de studios en France, du plus petit au plus important. Vous pouvez donner des noms de studios pour les étudiants qui veulent écrire en spontané ? Des studios comme Quantic Dream, par exemple, les studios de chez Ubisoft, aujourd'hui, sont les plus gros. Ubisoft sont les plus importants. Ouais. Évidemment, après, sur les étudiants les plus communicants, il y a aujourd'hui des postes de communication dans les studios eux-mêmes, au même titre que chez les éditeurs. Donc aujourd'hui, il ne faut pas hésiter à frapper aux portes. Ouais, c'est ça. Parfois, on tombe bien. Hein. Superbe, frapper aux portes. Merci, on va échanger avec les étudiants. Absolument. Jingle, s'il vous plaît. Voilà, revoilà Nicolas, tout va bien ? Tout va toujours très bien. Tout va bien. Nicolas, tu es le modérateur en chef. C'est ça. Merci beaucoup pour cette intervention, c'était très intéressant. On a appris beaucoup de choses sur vos futures actions et sur ce que c'était pour vous cet univers-là. On a aussi des questions des étudiants qui se demandent, donc on va commencer par le Teams interactif, qui se pose pas mal de questions. Donc on a Héloïse Feigène qui avait une question pour vous. Oui, alors, est-ce que vous m'entendez bien ? Oui. Ok, super. Tout d'abord, bonjour et merci beaucoup pour votre intervention que je trouve vraiment passionnante. Ma question est, est-ce qu'on peut espérer un retour des consoles portables comme dans les années 90-2000 avec la Game Boy par rapport aux demandes des consommateurs ? Alors encore une fois, je suis pas porte-parole de Sony et je ne suis pas dans le secret des dieux pour savoir s'il y a des consoles portables en préparation chez Sony ou ailleurs. J'ai l'impression quand même que les consoles portables, c'est quand même quelque chose qui va rester du passé. Donc si vous avez une Game Boy, gardez-la précieusement, elle va prendre de la valeur. Sinon, la Switch, c'est vrai, a réussi un très beau coup en mettant en scène ce côté hybride, à la fois portable et à la fois console de salon. Mais j'ai l'impression que la pure console portable, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est quand même du domaine du passé. Je crois qu'on travaille aujourd'hui sur des technologies aussi qui vont permettre ce qu'on appelle le jeu en remote. Donc, c'est-à-dire que sur votre téléphone ou sur une tablette, vous allez pouvoir jouer au jeu que vous avez laissé chez vous sur une console de salon. Donc tout ce qui peut être par le biais du streaming à l'heure actuelle va pouvoir être forcément déporté sur un téléphone portable, une tablette, n'importe quel device qui a un écran. Donc j'ai l'impression quand même qu'on est plus sur le vintage maintenant sur le portable qu'autre chose. Ça n'engage que moi, ça n'est que mon avis. Peut-être que le terminal, c'est le téléphone.
qui correspondra Clairement aujourd'hui, le téléphone est l'outil portable, la console portable la plus populaire. Ouais. Bien sûr, puis surtout on voit avec tous les jeux, les nouveaux jeux ou les anciens jeux qui ont explosé sur téléphone mais qui sont disponibles aussi sur console, avec les Genshin Impact qui ont très bien marché à l'époque, le Yu-Gi-Oh! Master Duel en ce moment qui est lancé, ça fonctionne super bien et ce côté cross-platform est super intéressant. Vous avez compris Richard qu'on avait affaire à un pro. Très bien, ça me va bien. Oh, loin de là. On a aussi une question de Guillaume pour vous. Oui, bonjour, vous m'entendez? Très bien. Ok, alors moi je suis un peu moins pro et je sais que vous avez déjà un peu répondu, mais vous avez parlé d'un gros succès qui était FIFA. Est-ce que je voulais savoir est-ce qu'il y avait un plus gros succès que FIFA déjà, et surtout moi ce qui m'intéressait c'est est-ce que vous savez les actions marketing qui ont été mises en place autour des lancements des gros succès en fait? Un plus gros succès que FIFA, alors oui, il y en a un au titre de jeu unique, il s'agit de GTA, donc qui a vendu énormément, je crois qu'on y en sont à 120 ou 130 millions de jeux vendus, donc ce qui est exceptionnel pour un seul jeu. Après les FIFA, il en sort un chaque année, donc chaque année ils en vendent entre 25 et 30 millions, donc forcément au bout de 5 ans ça fait plus que GTA. Donc la saga des FIFA, on va dire, est plus importante puisqu'elle se répète chaque année. Après, le marketing de FIFA, il est très simple, hein, il va encore une fois aller se construire autour du véritable football, et c'est le succès du mode FUT, peut-être que vous connaissez, hein, le Football Ultimate Team en fait, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas bien ce principe, dont je fais partie parce que je ne joue absolument pas à FIFA, c'est comme un paquet de cartes Panini. Vous connaissez les Panini, ces petites cartes qu'on achetait et qu'on collectionnait il y a quelques années. Maintenant c'est la même chose mais en virtuel. Donc vous achetez un pack FUT qui va vous donner un certain nombre de cartes de joueurs, et avec ces cartes vous allez construire la meilleure équipe. Et ça aujourd'hui c'est ce qui fait l'énorme succès de FIFA à l'heure actuelle. Donc faire la promotion de FUT aujourd'hui, c'est faire la promotion de FIFA. Là, la semaine dernière, FIFA chaque année met en place aussi une communication autour de ce qu'ils appellent le TOTY, la Team of the Year. Donc c'est quelle est la team au regard de ce qui s'est passé de la véritable saison de foot 2021, quelle serait, mis à part toutes les considérations financières et d'équipe, quelle serait l'équipe ultime qu'il faudrait composer pour avoir la meilleure équipe du monde. Donc ils ont dévoilé quelles étaient pour eux, et ils le font chaque année. Il suffit de communiquer autour de bestiaires, et là tout le monde va évidemment essayer de chercher à obtenir via les cartes FUT la meilleure équipe du monde. Bien sûr. Merci beaucoup pour cette réponse qui était très complète. Je pense que ça a bien répondu à Guillaume. On a une autre question de Lorraine qui est avec nous. Oui, bonjour. Merci pour cette intervention qui était très intéressante pour une novice comme moi. Par rapport à ça, sans faire de généralité, on sait qu'effectivement, il y a plus de gamers que de gameuses. Quelle est votre stratégie de communication chez Sony pour attirer la gente féminine, et notamment celle qui n'a jamais touché à une Game Boy? Alors, il y a une idée fausse et pas fausse. C'est vrai que vous dites il y a plus de joueurs que de joueuses. C'est vrai sur les consoles de salon, puisque sur l'ensemble des consoles de salon, et alors a fortiori sur les nouvelles générations, on est plutôt sur du 80-20, et ça c'est parfaitement vrai. En revanche, sur l'ensemble de l'industrie du jeu vidéo, téléphone compris, c'est 50-50. Donc il y a autant de femmes que d'hommes qui jouent aux jeux vidéo. Alors est-ce que les filles jouent plus à Candy Crush et les garçons plus à FIFA ? Je ne sais pas si on pourrait, si ça serait très. Je pense que c'est un peu sexiste de parler comme ça, parce qu'il y a beaucoup de filles qui jouent aux jeux vidéo aussi. Et je ne crois pas qu'on puisse faire un marketing différent pour attirer les filles. Il faut surtout sortir des contenus aujourd'hui qui puissent attirer les filles. C'est sûr que peut-être faire FIFA et Gran Turismo jeux de voiture, ça sera peut-être moins sexy pour la gente féminine que de créer plus de jeux d'aventure. En général, les jeux d'aventure attirent aussi bien les hommes que les femmes. Les Sims, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette simulation de vie par Electronic Arts, a attiré beaucoup plus les filles que les garçons. On a sorti chez Sony, mais ça a été le cas chez Ubisoft aussi,
Dance-Star, non, c'est ça? Comment il s'appelle le jeu chez Ubisoft? Dance Party ou Just Dance. Just Dance, pardon, voilà, très bien, parfait, c'est Just Dance. Just Dance, c'était quand même principalement les filles qui jouaient à Just Dance. Donc il y a des contenus, on va dire, qui sont un petit peu plus féminins, mais en règle générale, il vaut mieux s'attacher à des contenus, on va dire, entre guillemets, classiques, et de pouvoir les promouvoir auprès de tous, et en général, ça fonctionne, quoi. C'est vrai qu'un jeu de guerre ou un jeu de foot sera probablement un peu moins féminin qu'un jeu d'aventure. Je parlais d'Uncharted tout à l'heure. Uncharted, dont le film sort le mois prochain, il plaira aussi bien aux garçons qu'aux filles, et qui ne demande pas des compétences non plus absolument incroyables au niveau de la manette. D'ailleurs, j'en profite pour dire, au niveau de la manette, souvent c'est une barrière, et on entend ça de la part des filles, dire « Ah non, mais moi la manette, j'y connais rien, je ne sais pas comment faire. » Aujourd'hui, il y a tellement de modes de jeu qui sont proposés à l'intérieur d'un jeu, du mode facile au mode difficile, que aujourd'hui n'importe qui un enfant de 6 ans à une mamie de 78 ans peut jouer à des jeux vidéo sans aujourd'hui avoir cette barrière de la manette. Il ne faut pas avoir peur, c'est ça que je veux dire. Surtout, il y a maintenant, on en parlait du coup avec la réalité virtuelle et ces choses-là avec les casques, mais les manettes deviennent de plus en plus techniques, et ça devient même un plaisir de jouer avec les nouvelles manettes. Absolument, les manettes font ressentir des choses absolument incroyables. La manette fait partie du bien plaisir. sûr, fait partie de l'expérience. Mais aujourd'hui, on va tellement loin dans l'accessibilité. On va pas, si on peut parler de ça aujourd'hui, je ne veux surtout pas faire de parallèle avec notre discussion précédente, mais aujourd'hui, la manette aujourd'hui et les modes de jeu s'adaptent aussi à des gens qui sont en situation de handicap aussi, qui leur permettent de jouer, donc plus avec des sensations, plus avec les yeux, donc aujourd'hui la manette n'est plus véritablement une barrière. C'est vrai qu'on peut se faire ça, on peut se faire ce nœud psychologique, mais il faut se l'enlever parce que vraiment c'est quelque chose qui est pour tous aujourd'hui. Bien sûr. On avait aussi une question du coup de Héloïse, encore en Teams. Oui, vous m'entendez bien? Oui. Oui. Donc, moi j'avais une question, contrairement, parce que vous disiez au début que chez Sony, les 2 points importants c'était écouter le joueur, et le deuxième élément c'était le jeu en lui-même pour la sortie. Et en fait, je voulais savoir votre avis par rapport à un jeu qui a fait beaucoup parler de lui, c'était Spider-Man, où on avait vu une demande en mariage. Et je voulais savoir si faire participer le joueur, mettre un peu le joueur dans un élément du jeu, c'est positif ou c'est. Voilà, s'il y avait d'autres projets prévus comme ça chez Sony. Voilà. Vous voulez dire la demande en mariage dans le jeu? Oui, c'était ça. En fait, en gros, c'était son rêve de faire son jeu préféré, Spider-Man. Et en gros, il avait il a demandé au studio de jeux vidéo de mettre sur un panneau dans le jeu aléatoire la demande en mariage pour sa femme. Bon, malheureusement, ça a été refusé, mais voilà, c'était juste pour ça. Que vous pensez-vous que les fans et les joueurs se mettent dans la conception, font participer à la conception du jeu? Pourquoi pas? Aujourd'hui, je pense qu'on a besoin de créativité, et la créativité, d'où qu'elle vienne, est quelque chose d'important. Et je pense que aujourd'hui, alors c'est vrai qu'on a l'habitude de parler des jeux AAA, des gros blockbusters, des jeux comme Uncharted, des jeux comme Spider-Man, des jeux comme Call of Duty, comme FIFA, qui sont des énormes jeux aujourd'hui qui demandent des ressources et des moyens absolument considérables. Mais on ne parle sûrement peut-être pas assez des jeux indépendants. Il y a énormément de jeux indépendants, c'est d'ailleurs la très grande majorité, des milliers et des milliers de jeux indépendants aujourd'hui, qui demandent pas du tout le même nombre de ressources, qui font parfois aujourd'hui, qui sortent parfois des projets d'école de développement de jeux vidéo, et qui font appel à la créativité de tout un chacun. Donc aujourd'hui, il y a, au même titre que le cinéma aujourd'hui à travers des courts-métrages ou à travers ce qu'on peut faire sur YouTube aujourd'hui très simplement avec un iPhone, le jeu vidéo fait pas exception en tout cas à cette pratique-là en tout cas. C'est bon. Merci beaucoup. Après, je ne conseille pas forcément la demande en mariage. C'est original. Oui, c'est original, c'est ça. On va passer sur des questions qui nous ont été posées sur Vimeo, donc pour les autres personnes qui nous suivent, qui ne sont pas sur Teams. On a Samuel qui demandait, donc entre le free-to-play et les jeux payants, parce que c'est les deux en gros modèles qui existent aujourd'hui, à la place. Donc, est-ce que le free-to-play qui se développe de plus en plus et qu'on voit de plus en plus n'est pas amené à devenir un marché plus intéressant, plus important dans le domaine du jeu vidéo, quitte à écraser peut-être le jeu payant, vu le prix des jeux aujourd'hui, ou pas? Est-ce que...
Alors, le free-to-play a un genre aujourd'hui à part entière, on l'a vu avec le succès des free-to-play jusque-là. Mais c'est un genre. Il y en a d'autres. Il faut savoir que le free-to-play, vous parliez de Genshin Impact juste avant, on peut dépenser beaucoup plus d'argent que le coût d'un jeu. Le coût d'un jeu aujourd'hui, c'est entre 50 et 80 euros à peu près, suivant les jeux. Je parle pour les jeux sur console et PC. Sur un jeu free-to-play, on peut parfois dépenser beaucoup plus que ça. Donc le terme free-to-play, pour moi, il est un peu galvaudé parfois. C'est vrai qu'il permet de jouer gratuitement, mais on arrive souvent quand même à une limite qui fait que si on veut dépasser cette limite-là, si on est véritablement passionné, on va au-delà de ça. Donc c'est un genre qui est extrêmement attirant et addictif parfois pour certains, mais qui ne porte pas forcément bien son nom. Donc c'est ce qu'on appelle du freemium en fait. C'est le modèle économique. Le modèle économique, c'est accès à tout le monde. C'est ça. Et dès qu'il y a un truc un peu mieux, je paye. Exactement. Donc, je paye pour avoir soit des compétences supplémentaires, soit des skins, soit des cosmétiques supplémentaires. Mais en tout cas, qui sont parfois faits de telle manière que de toute façon, on n'a pas tellement le choix quand même que de. Et il est rentable ce modèle. Oui. Ouais. Alors, attention, on voit surtout la partie émergée de l'iceberg avec des jeux qui sont extrêmement rentables et il y en a beaucoup qui ne le sont pas. D'accord. Bien sûr. Puis même il y a des sous-catégories dans le free-to-play, mais on va pas se tergiverser là-dessus. On avait une question de Nesrine qui demande si vous avez un jeu que vous aimeriez particulièrement voir apparaître en film ou édité en film. Elle parle de Until Dawn ou pour elle, qui serait un jeu qu'elle aimerait voir en film. Alors chez Sony, là pour le coup, il y a un département qui s'appelle PlayStation Production qui existe depuis 2 ans maintenant, qui a été créé aux États-Unis et qui est chargé de commercialiser les IP, donc les grosses licences créées par nos studios. Au cinéma ou en série. Et là pour le coup, j'avoue que des jeux comme The Last of Us, par exemple, qui a eu 2 épisodes aujourd'hui. Donc le Last of Us 1 va être adapté par HBO en série. Et donc je pense que si j'en avais un en tout cas en tête, ça aurait été celui-ci, parce qu'il y a une histoire absolument incroyable que je ne vais pas développer ici, mais allez y jouer, c'est absolument dingue. Le 2 est encore quasiment mieux. Donc voilà, donc ce jeu-là en tout cas, ça serait mon préféré. Un autre jeu qui est en train d'être développé, lui pour le cinéma, c'est Ghost of Tsushima, qui est un jeu qui est sorti aussi il y a 2 ans maintenant, et qui va être donc là pour le coup adapté au cinéma par le réalisateur de John Wick. Donc on peut s'attendre à de jolies cascades. Du très très lourd alors, c'est super, merci beaucoup pour ces informations, parce que moi je savais pour le premier mais pas du tout pour le deuxième, donc ça m'intéresse. On avait aussi une question encore de Samuel qui demande, à l'époque de la PS3, Sony avait lancé son univers virtuel. Est-ce que il y a avec les métaverses et tout ça, on se demande si il y a un métaverse propre à Sony peut-être qui sera lancé ou qui va être en préparation. Est-ce qu'il y a une plateforme dédiée? Alors je ne suis pas au courant. Mince. Donc ça veut dire pas encore. Pas encore, oui, c'est ça. Non, je ne sais pas. Comme je disais tout à l'heure, voilà, d'une part, je ne suis pas là pour être le porte-parole de Sony, d'une part, mais en plus réellement, alors là, pour ce qui concerne ces mondes-là, on parlait de PlayStation Home qui a existé par le passé, mais qui a été tué dans l'œuf quelques années plus tard. Est-ce qu'il y a un nouveau projet de ce côté-là? Ça, par contre, je n'en sais rien. Donc, désolé pour ceux qui suivent, qui essayaient d'avoir des exclus. Navré. Comme on dit en anglais, nice try. C'est exactement ça. J'avais une question de Louise qui demandait, y a-t-il une phase de teasing avant la sortie d'un produit? Donc j'imagine forcément que oui, mais si oui, combien de temps avant, et en moyenne, que mettez-vous en place sur cette partie de campagne? Est-ce qu'il y a des choses, des incontournables là-dessus? La communication autour d'un jeu vidéo, c'est environ un an avant. Globalement, on commence à peu près 1 an avant, par l'annonce déjà. Donc c'est généralement annoncé sur de gros événements comme l'E3 qui a lieu au mois de juin en général, et qui est un peu le festival de Cannes du jeu vidéo, on va l'appeler comme ça, les Oscars du jeu vidéo aussi. Et à partir de là, à partir du moment où le produit est annoncé, il y aura tout un tas de milestones dans la vie du produit à travers des trailers, des prises de parole,
des essais, des voyages de presse quand c'est possible. C'était pas trop possible ces 2 dernières années, mais on espère que ça va recommencer, voyages de presse au studio pour aller voir ce qui s'y passe, par l'invitation de journalistes, par des previews du jeu, le jeu en cours de développement. On va aller voir le jeu, ce qui se passe en cours de développement, des interviews des créateurs, parfois les interviews des comédiens qui ont pu participer aussi au jeu. Donc voilà, donc il y a tout un tas de milestones qui sont mis en place, d'étapes jusqu'à la sortie du jeu. Et évidemment, plus on se rapproche de la sortie du jeu, plus je veux dire, les prises de parole sont importantes et sont impactantes, et plus on va en dévoiler. Tout l'intérêt aujourd'hui, c'est d'arriver à trouver le subtil mélange entre en dire suffisamment pour susciter l'intérêt, mais pas trop quand même pour ne pas spoiler le jeu. Le produit est prêt, c'est-à-dire utilisable, combien de temps avant le lancement ? C'est une très bonne question. Il y a 2 phases en fait sur la sortie d'un jeu. Il y a une phase qui s'appelle la phase Gold, c'est-à-dire que le jeu est terminé, il a été approuvé, il y a ce qu'on appelle le QA chez nous, donc le Quality Approval, qui permet de dire que techniquement, pas de problème, vous allez mettre le jeu sur la console et il va fonctionner, mais jusqu'à la veille, en fait, il y a une mise à jour, les mises à jour vont être faites, et en fait, quand vous allez mettre le jeu dans la console, ou que vous allez le lancer parce que vous l'avez téléchargé, il y aura forcément, maintenant à 95%, une mise à jour qui aura été faite et voire terminée quelques heures avant la sortie officielle pour que le jeu soit encore mieux que ce qui était. Vous pouvez nous donner des exemples de mise à jour parce que le mot est large. Une mise à jour, ça va être par exemple le mode online. Par exemple, le mode online est pas forcément prévu donc quand le jeu part en Quality Approval, donc de manière à ce que technologiquement il soit approuvé. Par contre, le mode online va être implémenté quelques heures voilà, avant la mise à jour. Très intéressant. Voilà. En fait, c'est parce que la phase de débugage d'un jeu, tout ce qui est plein de bugs dans un jeu, des milliers et des milliers de bugs dans un jeu, dans sa phase finale. Donc, on va dire que 90%, 95% des bugs sont résolus quand il arrive, quand il est proposé à la vente, quand il est proposé au QA. Et donc, je dirais cette phase entre le QA et la date de sortie, qui est généralement d'un mois, 4 à 5 semaines, pendant 4 à 5 semaines, le studio continue de travailler pour continuer de débugger des choses aussi, de manière à ce que le produit arrive vraiment en last minute. Là, c'est vraiment last minute. Et d'ailleurs, pendant la vie d'un produit, les développeurs continuent, soit pour continuer de débugger le jeu parce qu'il y a eu des remontées suivant des joueurs qui disent là il y a eu un problème, etc. Soit pour ajouter des mods, soit évidemment pour ajouter ce qu'on appelle les DLC, donc les contenus additionnels qui vont arriver au cours de la vie d'un produit. Superbe. Super intéressant, très bonne question. On avait une question aussi de John, alors un petit peu plus technique pour ceux qui ne suivent pas forcément l'actualité, mais qui demande: que pensez-vous du rachat de Activision et de Blizzard par Microsoft? Sony, PlayStation vont-ils se remettre de cet achat inédit qui risque fortement de plonger le groupe dans une crise sans précédent? Alors les mots sont forts. Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous avez je ne vais pas beaucoup commenter cette nouvelle, puisque en fait elle a été commentée par moult superlatifs de la part de tous les médias influenceurs. Les pros Microsoft vont s'en réjouir, les pros Sony vont dire qu'est-ce qui va se passer en face. C'est évidemment un move qui est extrêmement important. Maintenant, le plus important, ça sera quels jeux vont sortir de cette association pour faire en sorte de satisfaire les joueurs. Est-ce que ça va satisfaire uniquement les joueurs Microsoft? Est-ce que ça va satisfaire les joueurs Microsoft et Sony? Est-ce que ça va être uniquement utilisé par... Il y a tellement de questions aujourd'hui. Si vous regardez, on s'était amusé, je me suis amusé à calculer la rentabilité d'un tel investissement, parce qu'il faut voir que 70 milliards de dollars, c'est à peu près la moitié de la capitalisation de Sony. Donc c'est extrêmement important, et que si jamais on s'en tient par exemple aux abonnés du Game Pass, à l'heure actuelle, au nombre d'abonnés, ils sont 25 millions à peu près aujourd'hui sur le Game Pass, et au prix de l'abonnement, par exemple, puisque tout le monde se réjouit de ça en se disant c'est super, on va avoir Call of Duty et Blizzard, et les jeux de Blizzard et World of Warcraft gratuitement dans le game. Si on s'en tenait à ce raisonnement-là, il faudrait plus de 20 ans pour amortir cet achat. Donc je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Déjà, il faut qu'il soit entériné, parce que si ça a été annoncé, il va falloir qu'il soit entériné par l'autorité de la concurrence. Et puis après, si ça se fait...
On verra comment ce partenariat va évoluer dans le temps, mais en tout cas, il ne sera pas aussi simpliste que ce qu'on veut bien imaginer aujourd'hui. Et ça reste un mouvement extrêmement important qui va faire date, en tout cas dans l'industrie, c'est sûr. Évidemment. Puisqu'on est en cours de stratégie, tous nos étudiants étudient la stratégie. Ce qui est intéressant de voir aussi dans cette, je ne sais pas si ça s'appelle une fusion, on peut dire, une acquisition en tout cas, c'est la stratégie de Microsoft. C'est-à-dire que Microsoft a essayé de racheter TikTok quand même il y a quelques mois. Il n'a pas réussi, etc. Il rachète Activision et vous voyez bien qu'il y a une très grosse modification de sa stratégie. Donc si ça vous intéresse, regardez sur Internet parce que je crois que c'est à l'intérieur d'un mouvement immense qui va modifier tout le paysage. Et puis un dernier petit... Qui va même modifier probablement la société dans sa structure actuelle. Absolument. Parce que je ne suis pas certain que le jeu vidéo chez Microsoft il y a 20 ans avait la même valeur, la même puissance, la même stratégie, la même vision d'entreprise qu'elle a aujourd'hui. Parce que faire un investissement comme ça, même si c'est pas très important pour Microsoft, c'est important, mais ça n'est pas... Par rapport au chiffre d'affaires. Par rapport au chiffre d'affaires. C'est quand même un move qui va faire date aujourd'hui et qui doit modifier profondément probablement la structure de l'entreprise. Et l'autre petite anecdote, c'est que devait être ici la directrice de communication d'Activision, que nous connaissons tous les deux, qui s'appelle Diane. Et Diane change d'entreprise, donc ça n'a rien à voir avec l'acquisition. Et voilà, donc on est dans la famille. Absolument, absolument. Voilà. Merci beaucoup pour cette réponse. On a une question de Elodie, peut-être un peu plus technique, du coup, là pour le coup, au niveau hardware. Avec l'arrivée des ordinateurs quantiques et ces choses-là au niveau technologie, est-ce que ça va changer quelque chose pour l'avenir du jeu vidéo? Est-ce qu'on va pouvoir faire des choses beaucoup plus compliquées et simples pour nous. Non, simple pour nous, évidemment, compliqué pour... Mais voilà, rendre accessible des choses qui... Oui, l'avancée des technologies aujourd'hui, qu'elles soient graphiques ou de puissance de calcul, évidemment, change. Modifie quoi qu'il arrive et éveille aujourd'hui la conscience des développeurs pour dire on peut pas faire ça aujourd'hui, voilà ce qu'on va pouvoir faire demain. Et en l'occurrence c'est les émotions qu'on essaye de faire. On parlait de l'immersion aujourd'hui, l'immersion passe par les émotions et c'est aujourd'hui faire ressentir des émotions comme on ressent des émotions au cinéma. Aujourd'hui au cinéma on peut rire, on peut pleurer, on peut avoir peur, c'est des choses qui sont encore assez étrangères aux jeux vidéo, mais ces émotions-là, on va les avoir dans le jeu vidéo grâce à la technologie qui avance. Très intéressant. Très intéressant. Marketing sensoriel. Évidemment. J'ai d'autres questions si on a du temps. On a Clément qui demandait PlayStation Home a été une très bonne représentation du métaverse pour lui et un hybride entre le gaming et les réseaux sociaux. Savez-vous pourquoi le jeu n'a pas fonctionné? Et il était très étonné de voir sa fermeture sur PS3. En comparaison, GTA 5 s'en rapproche beaucoup avec les DLC. Mais comme je disais Alain tout à l'heure, c'était trop tôt. C'est une jolie technologie, mais qui est arrivée beaucoup trop tôt dans le temps et qui n'était pas encore au point, qui était lourde, l'affichage était lent. Enfin, il y avait plein de choses qui faisaient que l'idée, la vision était très belle. On le voit aujourd'hui et puis on le verra encore plus dans quelques années quand tout le monde aura son avatar et achètera des NFT sur le métaverse. Mais c'était une technologie qui était malheureusement trop tôt. Il y en a d'autres chez Sony, il y a tellement d'exemples comme ça dans le jeu vidéo ou ailleurs qui sont des technologies qui arrivent trop tôt. On avait sorti une PSP portable entièrement numérique à la fin des années 2010. Personne ne comprenait qu'il faille télécharger ces jeux, parce que télécharger ces jeux, ça voulait dire ne pas les revendre d'occasion. C'est toujours le cas aujourd'hui, mais on s'est fait à cette idée-là. À l'époque, c'était 12 ans trop tôt. Donc c'était une très belle technologie, c'était formidable, mais sauf que ça n'arrivait pas. Donc un produit au bon moment et au bon prix, c'est la clé du succès. Ouais. On est en plein dans le marketing, la technique marketing, ne pas sortir un produit trop tôt. Bien sûr, et c'est toujours difficile à savoir quand sortir un produit, parce que même les casques de réalité virtuelle, tout ça, absolument, ça existe depuis très longtemps. Ça existe depuis très longtemps, et aujourd'hui ça explose, on en parle partout, parce que l'arrivée du métaverse et tout ça, mais ça existe depuis très longtemps, et quand c'est arrivé, c'était un peu un ovni qui intriguait les early adopters, et ce genre de personnes-là, mais c'était quand même une niche, et aujourd'hui ça se développe de plus en plus, et aujourd'hui ça devient évident. Et puis on voit qu'aujourd'hui ce sont les créateurs, enfin les visionnaires aujourd'hui qui créent les envies. Parce que finalement, si on ne vous met pas un casque de réalité virtuelle sur la tête, peu de gens vont se dire
tiens, j'aimerais bien un casque de réalité virtuelle, ça serait super. Non, en général, on vous le met et puis vous trouvez ça formidable. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui ont anticipé votre vision. On est quasiment bon. Il y a Nesrine qui demandait aussi que pensez-vous du fait que Rockstar Games mette maintenant plus de 10 ans à développer GTA 6 ? Alors c'est une question pour eux. C'est très long, mais c'est vrai. C'est une question pour eux. Je crois que c'est là pour le coup vraiment c'est un studio qui est Rockstar qui est vraiment à part et qui aujourd'hui veut sortir le produit absolument parfait. Je crois qu'ils ont en plus la chance d'avoir un produit avec le GTA 5 qui fonctionne extrêmement bien. Pourquoi se précipiter à faire un GTA 6 quand tout le monde joue très bien sur le GTA 5 ? C'est vrai. Donc, peut-être cette question aussi du coup de sortir. À quand sortir un jeu? Alors là, technologie, c'est pareil. Eh bien, c'est bon au niveau des questions. On a fait le tour. Bon. Voilà, merci à tous les étudiants. Merci à tous. C'est vraiment superbe. Merci à Nicolas. Et maintenant, nous allons passer aux petites sessions que l'on aime bien, qui s'appelle le dos à dos. Jingle. Richard, c'est le moment Canal+, le moment dos à dos, avec Agathe qui t'interviewe. Dos à dos avec vous, Richard, et des réponses du tac au tac. À quoi êtes-vous addict ? Aux séries. Quel plat pourriez-vous manger tous les jours ? Quel pain ? Quel plat ? Ah, quel plat ? La choucroute. Quelle est la qualité qui vous impressionne le plus ? L'honnêteté. Deux convives connus pour un dîner idéal, qui seraient-ils ? Johnny Cash et en ce moment Tom Holland. La cause à laquelle vous êtes le plus sensible ? Oh, l'écologie. Bah moi aussi. Le secret de la réussite ? L'honnêteté. Je pense que l'honnêteté intellectuelle, en tout cas, fait partie de la réussite, incontestablement. Oui. Qui a-t-il sur votre table de chevet ? La biographie de Lemmy Kilmister, qui n'est autre que le chanteur de Motorhead. Et donc vous aimez les séries, donc votre série préférée ? Incontestablement, c'est la dernière série qui m'a vraiment marqué, c'est Succession sur OCS, qui est absolument formidable. Tout étudiant en communication doit regarder cette série. Eh ben on la note, à voir. Un métier que vous admirez ? Un monsieur ? Un métier. Ah, un métier. Métier. Rockstar. Le moment le plus joyeux de votre vie ? Alors, mis à part la naissance de mes enfants, parce que, mis à part ça, un moment très joyeux, je pense que c'est la soirée de lancement de la PlayStation 1 en présence de Michael Jackson. Ah. Que faites-vous lorsque vous êtes déprimé ? Ah, je joue aux jeux vidéo. La musique qui vous rend instantanément heureux. Gimme Shelter des Rolling Stones. Quel est le mot de la langue française que vous préférez ? Honnêtement. Honnêtement. La ville dans laquelle vous vous sentez le plus chez vous ? Juan-les-Pins. Un plaisir coupable ? Herbert Léonard. La chose la plus folle que vous ayez faite dans la vie, ou une des choses les plus folles que vous ayez faites dans votre vie ? Alors, folle au sens, pour le coup, ça va rester assez professionnel. Je travaillais dans la musique et j'ai volontairement quitté la musique pour aller dans le jeu vidéo et on m'a dit t'es complètement dingue. Deux univers différents, mais après un bon choix maintenant. Un bon choix quelques années plus tard, oui. Un conseil pour les générations futures en une phrase. Soyez vous-même et travaillez. Et pour finir, l'application que vous auriez aimé inventer.
C'est une bonne question. Est-ce qu'il y en a une dont je me sers tous les jours que j'aurais aimé inventer? Difficile. La météo, peut-être. La météo, très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci Richard, ça va, c'était sympa le dos à dos? C'était super, c'était super. Alors on va faire une conclusion. Je ne me suis pas trouvé suffisamment créatif, mais c'était vachement bien. Oui, parce que c'est du tac au tac, c'est pas évident. Hein, c'est pas facile. Mais c'est l'intérêt du jeu d'ailleurs. Si tu devais faire une conclusion sur ce que tu viens de vivre et sur le sujet, bien sûr, qu'est-ce que tu nous dirais? Je trouve que vraiment les étudiants ont des questions hyper pertinentes, même parmi ceux qui ne sont pas forcément familiers de l'industrie. Donc c'est des gens qu'on sent qui sont bien armés, en tout cas pour affronter la vie active. Visiblement ils ont une tête bien faite, donc c'est la première qualité qu'il faut avoir dans la vie pour avancer dans une vie professionnelle et personnelle d'ailleurs, de manière avantageuse. Donc vraiment une jolie expérience. Superbe. En tout cas, merci parce que sur les retours que l'on a, ils ont apprécié ta présentation, ton intervention. Et effectivement, merci. Sur un domaine qui est parfois perçu encore comme un domaine un peu fermé, hein, les addicts, on va dire, alors qu'il est en train de se démocratiser très très vite. Absolument. Et je pense que tu nous l'as très très bien montré. Et puis on voit aussi tout le potentiel marketing, puisque c'est notre sujet, qui peut y avoir. Et j'ai vraiment le sentiment qu'il y a encore beaucoup de choses à faire en marketing. C'est un métier qui bouge énormément tout le temps. Hein. Le métier qu'on faisait il y a 20 ans et le métier qu'on fait aujourd'hui n'a plus rien à voir. Je pense qu'en communication, évidemment, à l'EFAB, vous devez apprendre ça. Les médias bougent, les réseaux sociaux ont tout bouleversé. C'est-à-dire qu'on bouge en même temps. Voilà, donc effectivement, c'est un métier et une industrie passionnante. Mais l'industrie, les métiers de la communication, on va dire, quelles que soient les industries, vont continuer énormément d'évoluer. Et je crois que c'est une grande chance pour les gens qui nous ont écoutés aujourd'hui. Superbe. Un grand merci. Merci aux étudiants. On se retrouve tout à l'heure avec deux personnes qui connaissent les étudiants CMS, qui vont parler de vous, la manière dont ils vous voient. Mais ce que l'on va faire, c'est que vous allez pouvoir poser des questions au fur et à mesure qu'ils parlent. On vous expliquera ça tout à l'heure. Merci encore, Richard. Merci à vous. Au revoir tout le monde. À tout de suite.